Alors pour la présentation d'aujourd'hui, ce qu'on a besoin de voir, c'est d'abord d'étudier comment l'univers en vient à se structurer ou à se sous-structurer dans le contexte de cette expansion décrite par les équations de Friedman. Donc on sait déjà qu'il y a différents régimes euh, dominés par la matière, par le rayonnement. Il y aura l'univers chaud et l'univers relativiste. Donc nous, ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est regarder qu'advient-il donc des phénomènes de fragmentation quand on bascule de l'univers dominé par la radiation à l'univers dominé par la matière, donc l'univers froid. Donc pour ça, on a besoin de quelques notions de base, notamment cette notion de mode de fragmentation. On doit étudier leur taux de croissance et voir que le taux de croissance peut se calibrer en relation avec le facteur d'échelle R. D'accord. Donc on va faire ça en deux ou trois petits bouts. Donc la première partie, ça consiste à étudier ce petit schéma ici, où on va se donner un profil, de densité qui est donné ici avec ρ dans l'espace. Donc ici, l'axe horizontal, c'est essentiellement l'espace. Donc l'axe des x par exemple. Oups, pardon, l'axe des x. C'est pas simple avec ce stylet-là. Donc l'idée c'est que on va avoir cette notion de fluctuation de densité. Donc ici par exemple, en un point de l'espace, on aura une surdensité qui va se former du fait que la matière va être accrétée de régions qui lui sont adjacentes ou contiguës. D'accord. Donc là, on fait un schéma très simple. C'est celui dit du modèle en chapeau melon. Donc là, ici, je vais faire un X qui est un peu plus raisonnable. Donc l'axe des X, c'est comme ceci. Et donc l'idée, c'est de dire si on a ici un surplus de densité, donc on peut dire qu'on a un delta ρ ici, par exemple, si je fais comme ça, on a un delta ρ positif, alors que ici, par rapport à la densité qui serait celle de Friedman ici, donc ce serait ρ, on va dire ρ background ou ρ de Friedman, eh bien on voit qu'on peut avoir tantôt des sous-densités ici, donc des vides qui peuvent se former, et ici on aura une surconcentration de matière. Donc l'idée c'est de voir comment ou d'étudier comment ces surdensités de matière vont évoluer en fonction du facteur d'échelle. Alors x, ici on peut dire que c'est par exemple x0 r de t. D'accord. On a déjà r de t comme ça. D'accord. Donc on est déjà familier avec ce genre d'approche. Donc l'idée c'est que l'axe des x va se dilater et vous devez ensuite découvrir comment va évoluer ces contrastes ou ce contraste de densité en fonction du temps. D'accord. Donc nous, ce qu'on doit d'abord étudier, c'est on doit introduire cette notion de masse critique. Donc ici, ce qu'on va associer à cette surdensité, ce sera une certaine masse m contenue dans un certain volume qu'on va délimiter ici par, voilà, on va le délimiter comme ceci. D'accord. Dans ce volume-là, on dirait que ce volume-là va correspondre en fait à une longueur d'onde. D'accord. Ça va être comme un mode de perturbation qui va courir d'ici à ici, donc quelque chose comme ça. D'accord. Donc on aura notre lambda. Et la question c'est de savoir si ça c'est un mode de Fourier par exemple. Là schématiquement on le représentait par un profil carré. Mais en pratique, on voit qu'on a tantôt du négatif, du positif et à nouveau du négatif. Donc ça fait penser à un mode oscillant, donc un mode de Fourier. D'accord. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est étudier le comportement d'abord délimiter ou déterminer cette masse. Quand sera-t-elle importante par rapport à les températures et pressions qu'on sait va exister dans le fluide. Donc on a une température T, une pression, et tout ça, bien entendu, ça va être associé à une densité locale par une équation d'état. Donc, qui dit densité locale, eh ben, on pourrait dire par exemple que ρ r cube donnera une masse, d'accord.
Donc ici le R c'est une longueur dimensionnée, donc il faudrait plutôt que je dise X, X cube, si vous préférez, d'accord? Donc c'est ça l'idée, c'est de voir qu'il y a une relation entre cette masse et l'équation d'état qu'on va choisir pour notre fluide. Alors si j'écris que la pression P est égale à tout simplement à quelque chose comme ça, densité fois température, on pourra écrire par exemple pour une équation d'état adiabatique avec un indice gamma, l'indice adiabatique d'un gaz, on n'aura que pour un gaz parfait, donc on aura gamma égale 5 tiers, c'est le coefficient adiabatique, d'accord, de ce gaz, dit AB. Je vais m'arrêter ici parce que c'est un peu compliqué quand on n'a plus l'habitude. Donc je peux en fait corriger à la volée ce genre de choses. Et après, bien entendu, je peux aussi réécrire sous forme de texte. Voilà, donc j'ai mon gamma. Et ce qui dit que, en fait, tout de suite, que la température va donc être en proportion. Donc ici, je ne devrais pas mettre, il manque des facteurs de proportionnalité, la constante de Boltzmann par exemple. Donc si on oublie à ce facteur près, on aura la relation de température à densité qui sera comme ρ à la 2 tiers. Comme ceci, d'accord? Après avoir isolé pour la température de cette relation-là ici, celle-ci. D'accord? Donc j'ai une relation de température à densité, et nous on a une relation de densité à facteur d'échelle. Donc ça veut dire que par exemple, on pourrait écrire tout de suite que dans l'univers froid, on aura ceci comme relation. D'accord? Autrement dit, la température est proportionnelle à R à la moins 2 pour la matière. D'accord? Pour la matière. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait de R de T? Eh bien, on sait que R de T, le facteur d'échelle, est proportionnel à quelque chose comme ceci. Donc là, je peux peut-être par contre faire un peu mieux que ça. On peut déplacer, voilà. Donc ce que je dis, c'est que R de T, on l'a vu, c'était proportionnel à au temps T à la 2 tiers. On avait une solution asymptotique pour l'univers froid dominé par la matière. Donc c'est la solution Einstein de Sitter. Et ce qu'on devrait avoir vu, ou ce que on peut, à laquelle on peut s'intéresser, c'est que la relation entre le facteur d'échelle et le temps, eh ben, c'est une racine carrée pour le régime où le facteur d'échelle est dominé par enfin la densité de l'énergie est dominée par le rayonnement, et donc on a que R est proportionnel à T à la 1,5. D'accord? Donc notre relation entre température et facteur d'échelle est ici donnée pour la matière. Maintenant, ce qu'on peut déterminer, ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment on va associer une masse ici. D'accord? Quand est-ce que cette masse-là deviendra significative par rapport à l'expansion de notre univers? Eh ben, on va d'abord s'intéresser à la relation qu'il y aura entre la masse et cette température, en sachant qu'à la température, on va pouvoir associer une vitesse du son qu'on peut dénoter CS comme ça. D'accord? Donc là, l'idée, c'est que si j'ai une longueur caractéristique lambda, donc ici, je peux noter que c'est une longueur. Ah, c'est pas facile d'écrire avec ça, mais bon, allons-y. Donc une longueur. Ce que je dis, c'est que on va avoir un temps, le temps acoustique, qui est le temps que va prendre l'onde sonore pour traverser ou parcourir cette longueur lambda. On va associer un temps caractéristique ou un temps sonique qui sera égal à simplement lambda
divisé par la vitesse du son, comme ça. D'accord? Donc ça, c'est d'une part. Après, nous, en gravitation, ce qu'on peut montrer, donc gravitation, comme ça, on sait qu'on a un temps, les unités de temps au carré sont données par l'inverse en fait du produit constante gravitationnelle G fois densité ρ, comme ceci, d'accord? Ah là là que c'est difficile. Je vais effacer ça pour qu'on puisse s'y retrouver. Comme ça peut-être. Un petit peu plus petit. Voilà. Donc ce que je dis c'est que le temps que vous avez là, le temps caractéristique que vous avez ici, donc inverse de la densité fois la constante gravitationnelle G, ça veut dire que je peux définir une échelle de temps, T, un temps d'effondrement. Souvent il est dénoté F, comme ça, d'accord? Que je peux voir comme une définition qui est simplement l'inverse de la racine carrée de G fois ρ, d'accord? 1 sur, donc là il y a 1 divisé par ça. Alors l'idée c'est que quand vous avez une forte densité, le temps que va prendre l'élément de matière pour s'écraser sur lui-même, il est donné par cette relation-là, il est d'autant plus court que la densité est forte. D'autre part, si vous regardez le temps de traversée de votre onde sonore, cette onde sonore, elle peut parcourir tout le volume, d'autant plus rapidement que la vitesse du son sera élevée. C'est-à-dire que pour un lambda fixe, si la vitesse du son est très grande, le temps sonique, donc le temps que met le son à traverser le volume, est très court. Donc on voit que en fait ce qu'on peut faire, c'est comparer ces deux quantités-là. Si le temps que met l'onde sonore pour traverser le système est supérieur à ce temps d'effondrement gravitationnel, alors je dirais que essentiellement le système est susceptible de se fragmenter sur lui-même. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est copier. Je crois que je peux faire ça. Oups, ça c'était pas une bonne idée. Donc j'enlève ça. Pour sélectionner, je crois que je dois faire un temps d'effondrement inférieur, donc je vais simplement le réécrire. Un temps d'effondrement gravitationnel inférieur au temps de traversée sonique implique que vous allez avoir cette inégalité, c'est-à-dire 1 sur racine de G ρ inférieur à lambda sur la vitesse du son, comme ceci. Et ça veut dire essentiellement qu'on peut trouver un mode de Fourier, donc une valeur critique pour lambda, qui va faire que on aura cette inégalité essentiellement qui sera en valeur en régime critique, c'est-à-dire que l'inégalité ne sera pas satisfaite. D'accord? Donc la longueur qu'on va définir, donc cette longueur, je vais l'appeler d'après son auteur Jeans. D'accord? Elle sera donnée par essentiellement ceci, la vitesse du son, divisée par racine de G ρ, comme ceci. Donc là, je vais me permettre quand même d'aller effacer tout le reste. J'ai fait un copier-coller sans pouvoir le manipuler. Donc j'efface tout ça pour pouvoir continuer en haut. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la perturbation est supérieure à cette longueur, donc si le mode de perturbation est tel que le lambda est supérieur, pardon, est inférieur, ce lambda, lambda est inférieur à ce lambda de Jeans critique, alors on dira que simplement le temps d'effondrement gravitationnel va l'emporter et le système va se contracter, d'accord, indéfiniment. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est dire que pour une masse donnée, je peux définir une surdensité ρ, d'accord, ou prenons la densité à l'intérieur de ce volume, multipliée par lambda cube, d'accord.
Donc on voit en fait qu'on a une masse ici qu'on pourrait associer à ρ, fois cette longueur au cube, et cette longueur au cube, si elle prend sa valeur critique, alors je vais pouvoir définir une masse critique. On va appeler ça la masse de jeans, d'accord? Comme ça, et qui sera simplement ρ lambda jeans, donc je vais mettre J comme ça, au cube, c'est-à-dire qui sera proportionnel à la vitesse du son du fluide au cube divisé par racine de G fois la densité, comme ceci. D'accord? Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on va pouvoir associer à une température donnée. Donc si vous utilisez l'équation d'état adiabatique, on peut définir la vitesse du son adiabatique et la vitesse du son au carré. Ce sont essentiellement les variations de pression amenées par les variations de densité à température constante. Et ça, ou plutôt, oui, entropie constante, je devrais dire. Et là, vous dites simplement que pour notre équation d'état, celle qu'on a choisie, c'est simplement qu'on aura une relation comme ceci entre vitesse du son et température, ce qui permettra de dire que la masse de jeans sera donc proportionnelle à la température à la 3,5, comme ceci. D'accord? Autrement dit, plus un fluide est froid, plus la température descend, et plus la masse critique qui va faire que la matière va s'assembler, retomber sur elle-même, devient faible. A contrario, plus la température est forte, évidemment, plus il faut une masse conséquente pour établir une structure autogravitante dans l'univers. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est étudier comment associer ces relations, ces définitions, à notre facteur d'échelle, la cosmologie amenée par Friedman, et le facteur d'échelle R de T. Donc on a cette notion importante de longueur critique et de masse critique à température et densité donnée. Nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est regarder comment cette relation s'applique au facteur d'échelle et comment en fait on peut trouver la même ou la relation équivalente pour le cas d'un fluide chaud, un fluide relativiste. D'accord? Donc il faudra changer l'équation d'état. Donc où j'avais écrit que la longueur critique, longueur des jeans, était en relation avec l'inverse de la densité comme ça, on peut maintenant remplacer pour la vitesse du son, on peut remplacer ça par la relation à la température, et donc ça donnera une proportionnalité, comme ça à la température à la 1,5 sur racine de G rho, G fois rho, comme ça. D'accord? Donc en ayant cette relation, je peux donc écrire ma masse de jeans, ou si on veut, on a que la température, on a déjà dit que la température était proportionnelle à R à la moins 2, donc à la 1,5 ça donnera à la puissance moins 1 comme ceci. Et comme la densité est elle-même, ça c'est densité matière ici, si on veut, on peut le mettre comme ceci. On aura donc une proportionnalité en R à la moins 3,5 ici. D'accord? Ce qui fait que la longueur de jeans ira comme ceci, donc 3,5 moins 1 R à la 1,5. Autrement dit, la longueur de jeans croît moins vite que le facteur d'échelle R de T. D'accord? Pour la masse de jeans, maintenant, ce qu'on va trouver, donc je vais juste dénoter MJ, comme ça ce sera moins embarrassant, vu la qualité de l'écriture. Ce qu'on va trouver, en fait, c'est que mjeans, en fait, je peux mettre une relation de proportionnalité ici, si vous le permettez. On aura donc du T à la 3,5,
sur racine, encore une fois, donc racine de g rho à la 1 ici 1,5. Et ça devrait nous donner en fait du r à la moins en relation au facteur d'échelle, ça devrait donner du moins 3,5 comme ceci. D'accord? Donc ça c'est rho matière à nouveau. Donc c'est ce qui fait que on peut donc suivre en fait l'évolution avec R qui augmente, donc cette masse de jeans qui va diminuer rapidement avec le facteur d'échelle qui va augmenter. D'accord? Donc après on peut bien sûr retrouver la relation que le facteur d'échelle va comme R à la 2 tiers. Et donc on trouve que la masse de jeans décroît comme 1 sur le temps pour ce régime d'évolution. Maintenant, c'est-à-dire celui dominé par la matière, hein, donc l'univers froid. Donc tout ça ici c'est matière, donc l'univers froid ici. Hop. Donc qu'en est-il dans l'univers dominé par la radiation? Donc je vais juste écrire radiation ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se dire que la longueur de jeans, de la même manière qu'on l'avait défini tout à l'heure, on pourra définir une vitesse du son. Et si on y pense un petit peu, donc il faut travailler avec l'équivalence masse-énergie. Donc ce qu'on a là, en termes de densité de matière, ρ m ici, ce qu'on a là, en fait, ça devient en termes de densité d'énergie, c'est donc la masse-énergie totale, et donc on va diviser par le E à la 1,5 ici. D'accord? Donc si on est dominé par l'énergie de radiation, on aura celle, donc l'énergie par unité de volume, ça c'est énergie par volume. On aura donc notre loi de Stéphan qui va dire que, bon ben voilà, je peux écrire sigma S, sigma Stéphan, température à la puissance 4, divisé par la vitesse de la célérité de la lumière, donc comme ceci, d'accord? Autrement dit, E à la 1,5 est proportionnel à T au carré, température d'un gaz relativiste au carré. Donc c'est-à-dire que on peut écrire alors que la longueur d'onde va comme l'inverse de la température ici au carré, comme ceci. D'accord? Donc je peux l'appeler maintenant cette longueur d'onde la longueur de jeans. Et à ce moment-là, ça me donne cette relation où j'ai essentiellement une vitesse du son qui est essentiellement la célérité de, ou pas proportionnelle à, mais à peu près égale à la célérité de la lumière. D'accord? Donc si on pense à la vitesse du son à 1D, il faudra prendre en fait divisé par racine carrée de 3. Ici, ça c'est le chiffre 3, pour dire qu'on a la propagation d'une onde dans une direction donnée. D'accord? Donc nous par contre, ce qu'on aura déterminé de la loi de Stéphan, c'est une relation entre température et facteur d'échelle, et en fait on a que la température est proportionnelle à l'inverse du facteur d'échelle 1 sur R. Donc on a que ceci donc a la conséquence que la longueur de jeans est proportionnelle à la vitesse du son, qu'on peut prendre comme essentiellement constante, fois R au carré, le facteur d'échelle au carré. D'accord? Donc là vous voyez la relation ici qui est vraiment franchement différente de celle qu'on a obtenue tout à l'heure pour cette même longueur d'onde. Donc ici on avait racine du facteur d'échelle comme taux de croissance de la longueur de jeans, et maintenant on se retrouve avec une relation quadratique. D'accord, donc dans l'univers chaud, plus je reviens en arrière si on veut, plus R devient petit, et en fait plus la longueur de jeans devient microscopique ici. D'accord? Donc si on trace maintenant la longueur, donc ce que je vais faire c'est copier ceci. Là je peux le faire comme ça, ce sera plus sûr. Je vais copier ça.
et après je vais me donner une nouvelle page. Et l'idée c'est de se dire si maintenant j'ai ma relation avec la masse de jeans et la longueur la longueur de jeans comme avant. Donc c'est-à-dire qu'on va définir pardon, je vais mettre voilà. On va définir cette longueur de jeans ici comme ceci, d'accord? Cette fois on va se dire ρ, on va mettre un peu sous script R pour dire radiation. On a notre longueur de jeans au cube. Donc toujours ici dans le cas de l'univers chaud, c'est-à-dire dominé par la densité de l'énergie dominée par le rayonnement. D'accord? Donc ce que je dis, c'est que maintenant, on va pouvoir retrouver cette densité d'énergie, on l'avait vu, était proportionnelle à R, le facteur d'échelle à la puissance moins 4. Donc on va se retrouver avec du R facteur d'échelle à la puissance moins 4 ici, fois donc moins 4. Lambda jeans, on l'a dit, c'était du facteur d'échelle au carré. Maintenant au cube, ça donnera donc R puissance 6. Donc ça donnera du fait de cette relation que la longueur de jeans sera aussi quadratique en termes du facteur d'échelle R de t. Autrement dit, le rapport masse de jeans, comme ça, sur longueur de jeans, ben, il est constant. D'accord? M, pardon. Voilà, M de jeans sur longueur de jeans, comme ça. Ça, c'est pour l'univers chaud, l'univers dominé par le rayonnement. D'accord? Donc, c'est une caractéristique assez importante. Donc, ce qu'on va tracer maintenant, c'est en fonction du facteur d'échelle R de t, ou R tout court, R de z, on pourrait l'écrire. Donc, on a des axes, tout simplement, ici. Donc, je vais porter en graphique la masse de jeans en fonction de ce R de t. Et ce qu'on va trouver, donc, c'est deux lois complètement différentes. Donc, on a du R carré ici, proportionnel à R au carré, puis ça bascule en R à la moins 3 demi ici. Oups, 3 sur 2, comme ceci. D'accord? Donc on a un genre de période de transition, mais on a essentiellement que dans l'univers chaud, on a une croissance rapide, donc ici ce serait chaud et là ce serait froid, donc le rayonnement qui domine. Et on a ici un genre de, entre les deux, on a un genre de transition. Et cette transition-là, bien entendu, fait que la matière commence à condenser de manière définitive en particules encore solides. D'accord? Donc ce que nous, on va apprendre à reconnaître, en fait, c'est essayer de coller ensemble ces relations-là. Et ce qui va se passer, c'est que si les facteurs d'échelle ou les relations aux facteurs d'échelle sont connus comme régime asymptotique, dans l'univers où la densité d'énergie est dominée complètement par le rayonnement, ici complètement par la matière, donc ici je veux dire à l'époque courante, donc à T0 qui serait aujourd'hui, quoi. Donc l'idée c'est que il va y avoir en fait une relation, dans cette période de transition, ce qu'on va avoir, ça va être la recombinaison. Et on aura bien sûr, donc on aura la période dite de recombinaison. Et on aura aussi des modes acoustiques qui vont se mettre en place. Ce qui fait que l'étude de ces modes de Fourier, donc de ces longueurs d'onde, on a pensé en mode de vibration. En fait, ils vont surtout pouvoir se mettre en œuvre ou pouvoir exister à grande échelle au moment où cette transition se met en place, c'est-à-dire où on a de grandes masses de jeans amenées par la croissance avec le facteur d'échelle. Donc on a de grandes structures qui essaient de s'effondrer, mais le gaz est trop chaud, le fluide est trop chaud pour s'effondrer. Et tout à coup, en fait, on a une période de transition. Et tout à coup, en fait, l'univers devient froid simplement parce que, la matière solide perdure. Donc il n'y a plus cette transition relativiste rayonnement-matière. Et deux,
on a que l'univers est optiquement mince, c'est-à-dire que l'univers devient suffisamment neutre en termes de couple atomique, hein, c'est-à-dire que les électrons libres, les particules chargées disparaissent et les photons sont libres de s'échapper. Donc là, si je retrace ce graphe de façon plus fiducielle ou plus précise, on aura donc cette croissance en r carré. On aura donc une décroissance en 1 sur r à la 3 demi, mais entre les deux, on a cette période ici, on va dire acoustique, je vais dire AC ici, et tout à coup, on va avoir cette période de recombinaison. Donc je vais l'indiquer ici REC, recombinaison, qui fait que, en fait, pendant cette période-là, l'univers va devenir neutre et va basculer dans ce régime où la masse de Jeans, en fait, non seulement elle est proportionnelle à R à la moins 3,5, donc elle devient de plus en plus petite parce que l'univers devient de plus en plus froid, mais il y a surtout un saut important, d'accord, par cette transition-là. D'accord? Donc là, ce sera à nous à mettre quelques chiffres ici, donc AC ici, c'est très mal fait. Mais je pourrais le mettre au propre éventuellement pour qu'on puisse lire. Ah oui, ça c'est trop mal fait. Voilà, comme ça. Donc je vais m'écrire une petite note A, C pour acoustique. Et comme ça, en fait, on a cette transition qui va être telle que, en fait, il va y avoir donc cette plage de valeur ici qui va chuter de plusieurs ordres de grandeur. Donc si on faisait un calcul un peu plus avancé, en fait, on pourrait estimer, on pourrait calculer cette phase transitoire, d'accord? Mais quand on vient ici, quand on arrive à cette époque où la recombinaison se termine, on a un univers essentiellement neutre. Ici, c'est en fait autour d'un décalage spectral qui est Z et de l'ordre, pardon, Z est de l'ordre de 1090 selon les modèles cosmologiques amenés par Planck. D'accord? Quand on est dans l'univers qui est dominé par la densité d'énergie de radiation, on a plutôt un Z qui est supérieur à environ 3400. D'accord? Donc toute cette période-là, en fait, amène une transition énergie de rayonnement qui domine vers celle qui est dominée par la matière, mais en plus, à partir de Z égale 1000, non seulement la matière, la densité d'énergie est dominée par la matière, mais la matière est suffisamment froide pour que les atomes d'hydrogène puissent se recombiner, c'est-à-dire l'hydrogène ionisé devient de 1090 ici, le chiffre. D'accord? Voilà, comme ça. Donc nous, ce qu'on va découvrir, en fait, c'est que entre 1090, qui est le chiffre que j'ai essayé d'écrire ici, et une période où on aura les premières structures stellaires et galactiques qui vont se former, c'est un redshift Z de l'ordre de 11. C'est là qu'on va parler de réionisation. Donc ici on a la recombinaison, Z égale 1000, et autour de Z égale 11, ce sera la réionisation. Donc l'idée c'est qu'entre ces deux décalages spectraux, il y a une phase cruciale de l'évolution de l'univers qui fait qu'en fait on bascule de l'univers neutre plutôt homogène à un univers qui est très fragmenté, où on a formé de petites structures puisque la masse de Jeans, donc les structures autogravitantes, deviennent très petites, et éventuellement ça mène à la formation d'étoiles, de noyaux galactiques, rayonnement d'énergie, et donc vous commencez à avoir des flux de rayonnement dur qui amènent la matière à devenir à nouveau ionisée. D'accord? À Z égale 11. Voilà. On continue un peu plus tard.